Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. La télévision vous a permis de passer des scènes résolument classiques à d'autres beaucoup plus populaires. Pour vous, les ménages ne symbolisent pas un coup de balai, mais un coup de projecteur qui dure depuis bientôt 15 ans. Bonjour Frédéric Bourali. Bonjour, quel accueil. Ah bah écoutez, c'est le minimum quand on reçoit José de scène de ménage. Ouais, entre autres. Ouais. Ouais, entre autres, oui, parce que justement, il y a eu beaucoup d'autres choses dans votre vie. D'abord, il y a Ave César, et on vous salue aujourd'hui au Théâtre Rive Gauche, dont on va parler, oui, tout à l'heure. Et puis, vous avez un parcours incroyable. Et le principe des clés d'une vie, depuis 1111 émissions, c'est de l'évoquer à travers des dates clés. Ah. Et la première que j'ai trouvée vous concernant, c'est le 12 juillet 1981, Frédéric Bourali. En fait, c'est la retransmission à la télévision d'une pièce de 2h40, un drame en 5 actes qui s'appelle Les Deux Orphelines. Ah, Les Deux Orphelines, oui, qu'avait monté un homme que je vénère, et qui a été ce qu'on appelait un maître dans la pédagogie des théâtres, qui s'appelait Jean-Louis Martin Barbaz, qui était un homme absolument exceptionnel, et qui avait monté ce spectacle. On a joué dans le monde entier. C'est étonnant, hein? Dans le monde entier, ouais, qui était le mélo des mélos, mais il avait monté ça avec un petit second degré c'était une merveille, le spectacle. C'était un très très grand spectacle. Et vous jouiez le vicomte d'Estrées. Voilà. C'était un personnage clé de l'histoire. Assez important, oui, mais bon, c'était un souvenir très heureux. C'était un des plus gros spectacles que j'ai joué au début de ma carrière. Oui, alors Les Deux Orphelines, il faut le savoir, c'est un roman au départ qui a inspiré 16 adaptations, dont une à l'opéra et 15 au cinéma, surtout au temps du cinéma muet. Exactement. Et c'est un spectacle qui a été créé en janvier 1874 au Théâtre de la Porte Saint-Martin, mais qui est toujours d'actualité parce que le cruel marquis de Presles trouve deux jeunes filles sur une route et il décide de s'en emparer, de les débaucher. C'est ça, après il y a une jeune aveugle. Enfin, on est vraiment dans le mélo le plus fort. Mais c'était une très très belle écriture. Puis surtout, j'étais entouré de formidables acteurs, je m'en souviens très bien. C'était une belle aventure. Mais jouer dans le monde entier, qu'est-ce que ça veut dire, Frédéric? Ça veut dire jouer en Égypte, en Syrie, dans toute l'Europe. En français? En français, oui, on jouait. Alors, oui, à ma grande surprise, où je me souviens, on avait joué à Istanbul, on avait joué à Damas, oui. On avait joué dans des théâtres antiques en Syrie, c'était absolument extraordinaire. On avait joué dans un grand théâtre, je me souviens, à Istanbul. Mais je crois que c'est la plus belle grande scène que j'ai vue de ma vie, éclairée par trois projecteurs moins le quart, à peu près, quoi, mais c'était assez exceptionnel, ouais. Et je crois que vous avez recommencé quelque temps plus tard avec l'Avare. Ouais. Tournée mondiale. Ouais, les femmes savantes, tout ça. J'ai eu la chance d'être gâté au théâtre, beaucoup dans le théâtre subventionné, notamment avec Jean-Louis Martin Barbaz, avec qui on avait créé un centre dramatique à Béthune. Il avait été créé là-bas, on avait fait partie de l'aventure. Alors je connais bien le principe d'aller dans les écoles, parce que je me souviens, quand on était arrivé à Béthune, avec Jean-Louis, les gens savaient même pas qu'il y avait un théâtre dans leur ville. Ah bon? Il a fallu tout créer, mais ça valait le coup, parce que je suis resté 2-3 ans. Ça valait le coup, parce qu'au bout de 2-3 ans, il y avait vraiment une vraie émulation, et après, les gens tenaient à leur centre dramatique dans leur ville, et c'était... Voilà, c'était une aventure assez extraordinaire. Et je crois, Frédéric Bourali, que tout a commencé à Lyon, au conservatoire, Exactement. où Jean-Louis Martin Barbaz était professeur. Ben, il a été professeur l'année d'avant où j'étais, et il était célèbre à Lyon et dans toute la France, et il avait déjà son cours à Paris. Et il n'était plus à Lyon quand j'y étais. Et alors à l'époque, il y avait des médailles. Moi, j'étais sorti médaille d'or de comédie, ce qui fait sourire. Mais bon, c'était tout un monde. Et je me souviens, j'étais parti en stop, moi, de Lyon, pour venir à Paris au cours de Jean-Louis Martin Barbaz. C'était un personnage mythique dans toute la France. Il y avait, à l'époque, on parlait du Conservatoire de Paris, le Conservatoire de Lyon, du TNS, et de Jean-Louis Martin Barbaz, qui avait son cours privé à Paris. Et je me souviens, il prenait que 20 élèves par an, et toute la France venait passer les auditions. Et moi, j'étais venu, je raconte ça comme si j'étais Cosette, mais moi, j'avais 20 ans, enfin, même pas. J'étais passionné, donc je me posais même pas c'est plus tard, je me dis, ah oui, merde, j'ai fait ça. Oui, je suis parti en stop, je me souviens de Lyon, là-bas, de Fourvière jusqu'à Paris, avec une scène dans la tête, et puis je suis passé directement les essais. Enfin, l'audition chez Jean-Louis, et il m'a pris. Bon, c'est la vie, hein, il m'a pris tout de suite, et après il m'a engagé dans ce spectacle. Oui, il vous a repéré, il a dit, ce garçon a quelque chose. Bah, faut le croire. Alors, il y a une chose qu'il vous a appris, Jean-Louis Martin Barbaz, Frédéric Bourali, c'est l'exigence. Complètement, je viens de cette école-là, mais c'est ma nature en même temps. J'ai une nature de chieur. Parce que c'est ma nature. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'estime pour les gens qui travaillent pas. Oui. Et en fait, je parle de mon métier, dans mon travail d'acteur.
En fait, je m'emmerde un peu avec les gens qui travaillent pas. Je n'ai pas d'admiration pour les gens qui arrivent les mains dans les poches et qui... Alors au cinéma, les choses sont différentes, bien sûr, on peut se permettre. Et encore. Mais au théâtre, c'est pas possible. Et puis ça crée jamais des... Parce que ça m'est arrivé de travailler avec des gens. Vous savez, on a tous des parcours, on fait comme on peut. Maintenant, j'ai plus le choix, donc je évite ça. Et par exemple, je suis extrêmement gâté que ma camarade Christelle Reboul, avec qui je joue en ce moment avec César, qui est un peu la même nature que moi. C'est-à-dire, on est des bosseurs, quoi. Voilà. Moi, je savais mon texte dès le 1er juillet. Je savais tout mon texte déjà. Elle, pareil. Enfin, on est des gros travailleurs. Parce que, en fait, le travail permet la liberté. Oui, et en même temps, ce métier, vous vouliez le faire depuis l'enfance. Depuis mon enfance. Je crois que vous êtes né à Moulins, dans l'Allier, où il y a quand même Vanessa Debouy, Richard Boringer et Henri Tachant qui sont originaires de cette ville. Je les suis plus tard. Voilà. Je les suis après, oui. Mais alors, quand on est à Moulins, qui est quand même que la SNCF appelle Moulins dans l'Allier, avant d'être une locomotive, vous étiez un étudiant, c'était pas évident de devenir comédien. Bah, c'était évident de pas l'être, surtout. Oui. C'était bien évident de pas l'être. Et je dois toute ma carrière, ouais, appelons ça carrière maintenant. Certains se moquent de moi sur mon grand âge, qui sont à côté de moi là. Oui, je dois toute ma vie ma vie, parce que c'est ma vie, mon métier, à l'éducation nationale. Parce qu'à Moulins, j'ai rencontré un professeur qui... En plus, je suis issu d'un milieu, moi, d'ouvriers, très prolétaire, pas du tout... C'est pas la culture, ils étaient contre, mais ils savaient même pas qu'ils y avaient accès. Oui. Et moi non plus. Et un jour, j'ai rencontré ce prof de français qui m'a éveillé la littérature, mais vraiment, qui m'a fait comprendre certaines clés d'ouverture au monde grâce à la littérature. Et de la littérature, je me suis passionné à lire du théâtre. Je me souviens que mes premiers émois très très forts de lecture au théâtre, c'était Cyrano de Bergerac, où je riais, je pleurais. Et de là, il y avait un petit cours, vous savez, c'est assez classique, un petit cours dans l'école. Et très vite, moi qui étais tellement timide, tellement mal dans ma peau, dès que j'ai posé mon pied sur scène, j'ai su que c'était ma place. Tout de suite. Tout de suite. C'est instinctif. Pourquoi je ne sais pas, je m'en fous en fait, mais c'était comme ça. Et d'ailleurs, le théâtre, il y a quand même un lien avec Moulins, puisqu'à Moulins, il y a le Centre national du costume de scène et de la scénographie qui est unique en France. Et qui est unique en France. Et ça tombe bien, j'ai épousé une costumière. Voilà. Oui, et c'est vrai que dans ce lieu, on retrouve, moi je l'ai visité une fois, tous les costumes des théâtres. Il paraît, oui, alors j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais il paraît que c'est un endroit assez extraordinaire. Ouais. Je compte bien. J'espère qu'en tournée, on va y retourner. On va partir parce qu'on va partir en tournée avec le spectacle. Alors peut-être qu'on jouera à Moulins, j'espère. Et là, ce coup-ci, je m'organiserai pour y aller. Alors, votre premier spectacle de comédien, dans le subventionné, je crois, il y a eu Haute Surveillance. Ouais, de Jean Genet. Alors, vous jouez un prisonnier, c'est une pièce très difficile. Ouais, une pièce très, très difficile, mais une pièce absolument passionnante. C'était Guy Neigeon qui avait monté ça. Guy Neigeon qui était professeur au TNS plus tard. Et c'était un rôle extraordinaire. Et puis Jean Genet, quoi. C'était une rencontre. Et j'étais au théâtre du 8e qui n'existe plus à Lyon. C'était un immense théâtre. C'était quelque chose, ouais, c'était quelque chose. Dites donc, vous êtes bien renseigné, hein, ça me fait peur. Non, mais vous inquiétez pas, j'en ai encore d'autres derrière moi. Non, il faut dire que Genet, à cette époque-là, bon, il n'avait pas encore écrit, mais il était emprisonné pour des vols divers, vols de livres, vols de mouchoirs à la Samaritaine, vols de bouteilles d'apéritifs, etc. Aujourd'hui, il n'aurait même pas en prison. Il aurait même pas de garde à vue. Mais c'était un personnage très sulfureux, mais une écriture absolument sublime. Je me souviens du grand poème qui s'appelle Condamné à mort, qui était dit par quelqu'un qui s'appelait Tachant. Je me souviens très bien. Et qui est un poème que j'avais, je sais pas, qui doit faire 1200 vers, que j'avais appris par cœur à l'époque. Voilà. Et puis, alors, vous avez fait de la mise en scène. Oui. Et curieusement, la première mise en scène, c'est un classique aussi, c'est La Biche. Oui. Les deux timides, oui. Exactement. Les deux timides, j'avais monté ça au théâtre des Créteil, ouais. Et ouais, ça m'avait passionné. Et le pitch est extraordinaire. Moi qui étais tellement timide, qui me soignait grâce au théâtre. Je suis pas guéri, mais je me soigne. Oui. Et content de le voir. Ouais. Et l'histoire est géniale. C'est comme tous ces grands auteurs, hein, Canteline, La Biche, tout ça. C'est deux timides qui se rencontrent. C'est un beau-père et un gendre qui sont maladivement timides et qui doivent se rencontrer. L'un pour demander la main de la fille au beau-père, et ça crée des catastrophes assez passionnantes. Et puis il y a quelqu'un qui a compté dans votre vie aussi, écoutez sa voix.
Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Sartre et pour Robert Hossein. Alors, curieusement, Frédéric Bourali, vous avez joué deux fois Jules César, en 85 et en 87. Exactement, j'avais joué avec une version avec Jean-Louis Martin-Leva, justement. Oui. Et puis un jour, j'ai un copain qui me dit, c'est assez classique malheureusement, je dis malheureusement parce que vous allez comprendre pourquoi, j'ai un copain qui m'appelle qui me dit, écoute, j'ai une audition à passer chez Robert Hossein, il monte un spectacle, je savais même pas quoi. Hein. Et il me dit, mon pote me dit, tu veux bien donner la réplique? Je dis, bien sûr. Et moi j'y vais détendu, et je lui dis, c'est quoi? Il me dit, c'est un spectacle que va monter Robert Hossein. Je savais pas ce que c'était. Hein. On passe les essais, et quand je dis malheureusement, c'est que Robert, c'est moi qui l'a pris. Et moi, je donnais que la réplique au copain. C'est moi qui l'a pris. Et il connaissait Jean-Louis Martin Barbaz. Et j'ai adoré travailler avec cet homme-là. On a travaillé pendant 1 an au Palais des Sports. Il y avait 5000 personnes qui venaient par représentation. C'était monstrueux. On peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, c'était particulier. Alors, il y avait 100 figurants. Enfin, c'était fou. J'avais un rôle formidable. Et puis, j'ai rencontré plein de copains. Il y avait Villermoz à l'époque. Qui sont maintenant à la Comédie Française. Il y a plein de gens que je connais maintenant, qui ont fait leur chemin. Et c'était un spectacle. Et puis, j'avais adoré cet homme-là. Un personnage incroyable. Extraordinaire. Et puis, il m'avait rappelé pour d'autres spectacles après. J'étais pas libre. Et notamment pour Cyrano avec Belmondo. Quand j'ai su ça, j'étais fou parce que j'étais pas libre, non, j'ai pas pu le faire. Là, vous avez fait tellement de choses. On va en reparler avec une autre date, le 2 mars 1988. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Bourali. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Bourali. En parlant tout à l'heure de José, bien sûr, des scènes de ménage, de Ave César, que vous jouez au Théâtre Rive Gauche et qui démarre très bien. On a parlé de votre formation classique, mais il y a une chose étonnante qui s'est passée le 2 mars 1988. À la télévision, on découvre cette série. Le Club Dorothée diffuse le premier épisode de Dragon Ball. Oula, oui, ouais. Oulala. Oh là là. Une série au départ éditée en 42 volumes. Et parmi les voix de Dragon Ball, Satan et quelques autres, il y a Frédéric Bourali. C'est ça, mais ça, c'est des rencontres. Vous savez, notre métier, de toute façon, c'est que des rencontres hasardeuses et voilà, accidentelles. C'est ça, la beauté de ce métier-là, c'est que, je sais pas, je me souviens de copains qui m'avaient dit, je faisais pas de doublage, moi, je connaissais pas. Je savais ce que c'était, mais j'en faisais pas. Et un copain me dit, tiens, là, il cherche des gens pour faire une série japonaise, que j'appelle japonaise souvent, qui s'appelait Dragon Ball. Je sais même pas ce que c'était. J'ignorais. Et je suis pris. C'est pareil, je vais auditionner et je suis pris. Et je me retrouve avec des gens assez extraordinaires, en fait, assez passionnants, des chouettes personnes, qui m'ont un peu pris sous l'oreille, et j'ai fait ce doublage de Dragon Ball. Il y a donc 1000 ans, hein. Voilà. Au moins, c'est Louis XVI. Mais ça a continué, il y a eu une douzaine ça a continué, mais ça fait 30 ans cette affaire, c'est dur. Et moi, j'ai doublé que ça, j'ai fait quelques doublages, mais très peu, en fait, parce que j'ai pas le temps. Enfin bref, on s'en fout. Et j'ai fait ce truc-là. Mais alors, c'est dingue, parce que le nombre de gens qui sont passionnés par ce monde des mangas et tout ça, qui n'est pas mon cas. Mais par contre, j'ai adoré faire ça, parce que c'est très particulier. Et puis, je vous dis, les gens qui étaient autour de moi, c'était des gens formidables, vraiment. Alors, il faut savoir que Dragon Ball, ça raconte le parcours de son Goku, qui cherche les 7 Dragon Ball, les 7 boules de cristal magiques. Vous m'apprenez, hein. Ouais. Et on pense aux 7 boules de cristal d'Hergé, d'ailleurs. Oui, alors ça, oui. Il y a des points communs. Oui. Et puis vous avez fait Satan, qui est Mister Satan, il y a Hercule, et d'autres personnages, et vous avez appris un métier, car le doublage, c'est un métier particulier. Mais c'est un métier formidable. C'est un métier, mais j'ai beaucoup d'estime pour les gens qui font ça. C'est assez passionnant comme travail d'acteur. Alors évidemment, ça dépend ce qu'on double. Évidemment, j'ai eu la chance de doubler un petit peu de 3 films, etc. Je vous dis, j'en ai pas fait beaucoup, parce qu'après, j'ai fait d'autres trucs. Hein. D'ailleurs, je me souviens quand on était à Béthune, il y avait une émission de radio. J'adore la radio, j'adore le micro, j'adore cet instrument-là, j'adore ça. J'adore le... D'ailleurs, je vais de parenthèse à parenthèse. Ce que j'ai toujours aimé dans la radio, c'est l'anonymat. Ce que j'aime pas à la radio depuis quelques années, c'est ça, là. C'est les caméras. Oui. Qui, pour moi, c'est de la sous-télé. Et j'ai jamais aimé ça. Oui. J'adore la radio pour l'imaginaire de la personne qui parle. Alors, sauf que c'est des gens qu'on connaît, bien sûr. J'ai toujours adoré ça. Et j'avoue que je suis pas fou des caméras qui filment maintenant la radio, et je suis pas fou de ça. Alors, je sais que pour des tas de raisons commerciales, parce que ça marche très bien, d'accord, très bien, les gens peuvent aller sur les podcasts, voir les gens. Mais
ça me rend pas fou, ça. Oui, mais je suis content d'être avec vous, vous voyez, oui. tous les deux. Et j'aurais aimé que ce soit sans les caméras. Oui, peut-être. Mais vous savez, les caméras ont un avantage, c'est qu'ensuite cette émission est podcastée sur notre chaîne YouTube. On a plus de 750 000 abonnés. Et grâce à cela, les gens vous retrouvent régulièrement. J'en fais le constat. Mais je constate que ça marche très bien. Mais j'ai une nostalgie de l'anonymat. Je sais qu'il y a Vincent Lindon aussi qui refuse carrément, quand il fait une émission de radio, il refuse d'être filmé. Oui, je sais bien. Mais enfin, écoutez, c'est la loi. En plus, encore une fois, ça permet à beaucoup de gens de vous découvrir sur Sud Radio et sur la chaîne YouTube. Alors, il faut savoir aussi que les mangas, justement, ça a été un immense succès. Il y a eu aujourd'hui, on voit dans les librairies des enfants lire les BD à l'envers comme dans les mangas. Exactement. Et le doublage, il y a quand même eu 2 maîtres du doublage, c'est Roger Carrel et Gérard Hernandez. Mais Roger Carrel, j'ai eu la chance. Alors Gérard, c'est un ami depuis longtemps, bien avant même scène de ménage. Roger Carrel, j'ai eu la chance de faire 2-3 doublages avec lui. Avec aussi Francis Lax, avec Balutin. Et je me souviens, j'avais fait des tout petits trucs sur Starsky Hutch. Et il y avait Balutin et Francis Lax qui étaient des pointures extraordinaires. Et je les voyais faire derrière la barre, là. Et je les voyais faire, ils inventaient sans arrêt. Par exemple, dès que le personnage était de dos, donc on voyait pas les lèvres, ils rajoutaient une connerie. Mais une connerie dans la situation, hein, pas un truc gratuit. Et à tel point, je sais que il y a un des 2 acteurs qui parle un peu le français, qui était venu les rencontrer et qui avait assisté au doublage de leur propre voix, quoi. Je sais plus lequel des 2 acteurs, et qui leur avait dit, écoutez, c'est le meilleur doublage du monde entier de ce qu'on entend. C'est le truc le plus drôle, parce que j'avais vu moi en version américaine, c'est beaucoup moins drôle que ce que faisaient Francis Lax et Balutin et Carrel, mais c'était. Et puis Gérard, évidemment, Gérard. Justement, Carrel avait un souffre-douleur qui est Gérard Hernandez. Il n'arrêtait pas de lui faire des farces. Et un jour, Carrel place dans la boîte à gants de la voiture de Gérard Hernandez un soutien-gorge affriolant. Et naturellement, la femme d'Hernandez nettoie la voiture. Max. Voilà, trouve le soutien-gorge. Elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? La réaction d'Hernandez a été directe. C'est Carrel. Ça m'étonne pas. Mais Gérard, c'est un ami pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'aime tendrement. Dans cet anniversaire, il y a 3-4 jours, je l'ai appelé, qui a 90 balais. Ouais, et qui est en forme. Et qui est en forme et qui est génial. Alors, il y a eu le théâtre et il y a eu aussi les films. Alors, vous avez eu des petits rôles dans des grands films, beaucoup de petits rôles. Je pense par exemple au Spoons version Horry, beaucoup de choses comme ça. Ouais, Gérard Horry. Oui, alors j'ai pas mal tourné, c'est vrai. J'ai beaucoup tourné. Et alors, je tourne moins depuis que je fais Scène de ménage, que je suis moins libre. Oui. Mais j'ai beaucoup tourné. Ouais, j'avais un rôle aussi assez extraordinaire avec mon pote Philippe Duquesne et des chiens. Quand on avait tourné à Los Angeles, oui. On avait tourné ça à Hollywood, Paul Dell, ça s'appelait, il y avait Raquel Welch. Quand même. Oui, quand même. Raquel Welch, il y avait Jean-Marc Barr, qui est devenu un pote, on se croise souvent, on n'a pas quitté les liens, il y a presque 25 ans maintenant. Et il y a Audrey Tautou aussi que vous. Ah oui, j'ai tourné avec Audrey Tautou, dans un film, dans un film tout petit budget. On avait les 2 rôles, pas les 2 rôles principaux, mais pas loin. Et elle passait, pendant qu'on tournait ce film, elle passait les essais pour le battement d'aile du papillon. Et elle passait des essais pour Amélie Poulain. Amélie Poulain. Et elle me disait, tu sais, je passe des essais pour ça. D'ailleurs, elle m'avait dit, tu veux pas me donner un coup de main pour? Je dis, sûr, c'est vrai. Je dis, écoute, non. Puis après, elle a passé tout seule les essais. Et elle l'a eu. Et elle m'expliquait, elle dit, non, je suis dans un film extraordinaire. Et j'avais été, je me souviens, à l'avant-première avec elle. Elle était toute émerveillée. Parce qu'elle, c'était du jour au lendemain. C'était dans Le Monde. Oui. Du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain. Le mardi, personne la connaît. Le mercredi, le film sort. Le jeudi, je me souviens, son agent recevait 50 coups de fil du monde entier pour elle. C'est Audrey qui me racontait ça, qui est une fille super d'ailleurs. Oui, et vous avez travaillé aussi avec Lelouch, qui vous a engagé dans le genre humain. Là aussi, vous a repéré Frédéric Bourgogne. Oui, il m'a repéré sur scène. Oui, j'avais adoré travailler avec Lelouch. J'avais adoré cet homme-là. Et puis il y a Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, moi j'ai fait 2-3 trucs avec lui, long métrage, des trucs courts aussi. J'ai adoré travailler avec Jean-Pierre Mocky parce que j'ai fait mon Mocky, quoi. C'est-à-dire que j'ai ma médaille. Oui. Moteur. C'était vraiment. Mais c'est pas que ça, Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre Mocky, c'est un homme passionné des acteurs, mais vraiment passionné, un fou des acteurs quand il les aime. Hein.
Parce que je vais lui faire. Il y en a eu d'autres. Voilà. Et quand il gueulait moteur, en fait, c'est parce que pour lui, la technique, c'était chiant. Il fallait que ça aille vite. Alors, évidemment, c'était super parce que ces techniciens qui étaient des vieux de la vieille, qui le connaissaient depuis 30 ou 40 ans, disaient ouais, Jean-Pierre, ouais, mais ils s'en foutaient. Enfin, ils s'en foutaient, c'est pas qu'ils s'en foutaient, mais ils avançaient. C'était un personnage assez incroyable. Et vous avez tourné dans ce qu'il a appelé Mocky Présente, qui était une version nouvelle des Alfred Hitchcock Présente, où il y a eu 268 épisodes de 30 minutes. J'en ai fait 2 ou 3 avec lui, ouais. Et puis, Danny Boone. Danny Boone, oui, c'est fou, hein, quand même. En vous écoutant, je me dis, ah ouais, j'ai fait tout ça, merde. Ouais, Danny Boone, c'est un... Ouais, je peux pas dire autre chose, c'est un copain. J'avais rencontré, moi qui arrivais du théâtre subventionné, je jouais Octave dans les Caprices de Marianne, etc., qui aimait cette rigueur de... J'ai rencontré une bande de dingues à Paris, en arrivant à Paris, qui se passait au théâtre du Trévise, et Danny Boone, avec un copain qui s'appelle Luc Sonzoni, avait créé une scène ouverte. Une scène ouverte, le principe, c'était au théâtre du Trévise, donc vous ouvrez le théâtre pour n'importe qui s'inscrit à 17h, quelqu'un qui veut passer une scène, une chanson, et là arrive, on a vu, donc c'est Danny Boone qui avait créé ça. Moi, j'y vais, et je suis pris avec la bande tout de suite, et nous, on se retrouvait à 16h dans un bar en face, avec Danny Boone et plein de copains, et on écrivait des sketchs entre les artistes qui passaient. On écrivait une quinzaine de sketchs, et à 20h, le rideau se levait, quoi qu'il arrive. Donc, vous imaginez, à 16h, on écrivait... Et c'était une école de fous. Et par contre, il y avait une liberté extraordinaire. Et Danny, qui on s'était bien entendu, il aimait bien que le fait que je sois un bosseur aussi. Ouais. Il a bien vu que je venais pas de ce milieu-là, mais c'est pas parce que... Ni en bien ni en mal, ce que je veux dire, mais et lui, c'est un énorme bosseur. Et après, plus tard, il a monté une pièce de théâtre qui s'appelait... David Chantier. David Chantier, merci. Et il m'a appelé pour jouer avec lui. Ça a été assez merveilleux pendant 6 mois, un truc de fou. Et cette école vous a servi, on en parle avec une autre date, le 9 novembre 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Bourali. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Bourali. Nous parlerons tout à l'heure de Ave César et nous saluerons votre spectacle au Théâtre Rive Gauche. Mais là, on revient au 9 novembre 2009, une date que vous n'avez pas oubliée. Écoutez. Et voilà, pour plus de 4 millions de spectateurs, vous êtes devenu José ce jour-là. C'est drôle que vous parliez de ça aujourd'hui parce que j'ai appris, parce qu'on reçoit les chiffres, nous, vous savez, tous les matins sur le téléphone. Et hier, on a fait on a fait plus de 4 millions de personnes, ce qui est énorme. Hein. Après, donc ça fait 2009, je suis nul en maths. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, vous vous rendez compte, c'est inouï. Alors, évidemment, 15 ans, on a l'impression que c'est comme un vieux couple. Mais en fait, nous, on se rend pas compte avec Valérie Carsatier, ma camarade, que je salue et que j'aime tellement dans la vie et sur le plateau. Parce que nous, on tourne que 2-3 jours par mois. Oui. Donc c'est très peu. Donc on n'a pas d'usure. On n'a pas une fatigue que je peux comprendre. Moi, je sais des gens qui font des séries, qui leur prennent 6 mois dans l'année, tous les jours. Ça, je peux comprendre qu'il y a une usure, où on sait plus jouer la comédie à force de faire des choses qui sont identiques. Là, nous, on a cette chance-là. On tourne très peu. Par contre, les journées sont intensives, passionnantes, hein, mais intensives. Et puis, c'est un système de production unique en France. Alors, comment vous êtes arrivé dans Scène de ménage ? En fait, c'est ça qui est fou. Une fois de plus, les hasards de la vie. Je me souviens, je tournais un autre truc... Merde, je sais plus. Enfin, je tournais quelque chose et puis je faisais plein de choses. Parce que j'écris beaucoup aussi. Je faisais plein de choses. Et moi, c'est un casting comme un autre, en fait. On m'appelle, je me souviens très bien. Après, c'est après, je me suis dit, ah oui, merde. Parce que c'est toujours après quand il y a le succès, on se dit, ah oui, c'est passé comme ça. Je passe les essais. Il m'envoie le truc, je dis, ah ouais, c'est marrant. Je dis pas tout à fait les mots qui sont écrits parce que j'avais trouvé ça un peu épais. Et donc, je l'arrange à ma sauce. Et je fais les essais, ça se passe très bien. Je me souviens, c'était Michael Laguin, qui est casting génial. Et je m'en vais, et puis je fais autre chose, et puis 15 jours passent, et je vous assure que c'est vrai, on me rappelle, et on me dit, bonjour, monsieur Bourali, on vous a vu pour les essais, tout ça, de Scène de ménage, et je leur dis, mais excusez-moi, mais je m'en souviens pas, c'est quoi? Et je m'en souvenais plus. Je faisais plein de choses. Et vous avez passé, vous vous souvenez, c'était ça. Je dis, ah oui, c'était très sympa. Et alors, on aimerait bien vous revoir. Je dis, bon, d'accord. Donc je reviens, et je repasse des essais avec une autre femme, c'était pas Valérie encore.
Et là, je commence à me rendre compte, et puis je reviens 2, 3, 4 fois, et je me dis, ah ouais, c'est peut-être un truc important, en fait. Mais je vous assure que je m'en rendais pas compte du tout. De toute façon, c'était parti pour faire une saison, 1 an. Jamais personne, même Nicolas Taverneau, que je connais bien, ne pouvait pas imaginer de ce succès, de ce triomphe incroyable qu'il y a depuis tant de temps. Et je me souviens, à chaque fois, je rentrais à la fois à la maison et je disais à ma femme, alors là, ce coup-ci, c'était elle. Et il y a pas mal de femmes, pas exagéré, j'ai dû passer 7-8 avec 7-8 actrices, dont certaines très connues, je vous dirai pas le nom, très connues. Et à chaque fois, je rentrais à la maison, je disais, non, mais là, c'est elle est géniale, etc. Et un jour arrive Valérie Carcenti. Et ben, vous savez, c'est comme en amour, c'est comme un tilt artistique. C'est comme ce que je vis un peu avec Christelle Reboul, avec qui je joue au théâtre en ce moment. C'est des trucs, je sais pas, c'est inexplicable. Je me souviens, et on s'en souvient encore avec Valérie, ça fait 15 ans. Alors, on est devenus très amis, on part en vacances ensemble, je connais avec son mari et ses enfants, enfin, on est très très proches. Mais c'est des alchimies, vous savez, artistiques, et heureusement, ça ne s'explique pas, en fait. Et tout de suite, on s'est dit, et je me souviens très bien, on passe les essais tous les deux, on sort des essais, c'était vers 14 heures, et on se dit, allez, on va arroser ça. Si on n'est pas pris, écoute, c'est pas grave, on sera rencontrés et c'est génial. Puis si on est pris, champagne. Et je me souviens, on était au restaurant, on n'a pas été très raisonnable. Oui. On est sorti du restaurant torché, mais c'était terrible. Heureux de s'être rencontrés, vous voyez. Et j'étais en scooter à l'époque, ce qui n'était pas bien malin. Franchement, c'était pas malin. Enfin bref, je suis rentré vivant. Et après, je me souviens très bien, les agents, les producteurs nous appelaient, et ils nous disaient, mais vous vous rendez pas compte, c'était un énorme truc. Et nous, on se disait, ah bon? Parce qu'elle vient du théâtre aussi, elle a un peu la même école que moi. Et ça a duré longtemps. Et en fait, ils ont mis 4 à 5 mois avant de dire oui. Non pas qu'ils ne avaient pas choisi, mais parce que ça remontait à la chaîne, enfin, c'était Soviet Suprême, hein, c'est un gros bordel. Il fallait qu'ils soient sûrs des couples en question, puis par rapport aux autres couples, il y avait donc Gérard, etc. Et moi, je pensais que ça marcherait pas. Non pas à cause de ce qui était fait, mais parce que c'était diffusé à 20h. Avec le journal télévisé en face, avec il y avait tout à l'époque. Ouais. En plus, à 20h, personne n'avait osé le faire. Ouais. Et Nicolas Taverneau, on en reparle encore, j'étais avec lui il y a pas longtemps, on en rit encore, parce que il avait pris ce pari-là. Et jamais personne n'avait fait ça. Parce que un gars, une fille, c'était à 20h, c'était à -5, ça durait 5 minutes. Hein. Caméra Café, c'était à 20h20. Maintenant, j'ai compris. Avant, j'y connaissais rien. Je sais les horaires, tout ça. Je sais la valeur que ça a. Et nous, à 20h, je me suis dit, ça marchera, c'est pas possible. Il y avait tout en face. À l'époque, il y avait Canal+, qui marchait vachement bien. Et puis, en fait, en une semaine, ça a fait poum. Ça a vraiment décollé, mais tout de suite. Et un jour, Nicolas Taverneau est venu sur le plateau, Frédéric Bourali, et vous a dit, on est à 2 millions, si on arrive à 2,8 millions, on sera content. C'est ça. Et puis ça a été beaucoup mieux. Il nous avait sorti, je me souviens, on en plaisante encore, ils nous avaient sorti des tas de diagrammes, parce que c'est une tête, hein, c'est un mec extrêmement intelligent, très brillant. Ils avaient sorti des tas de diagrammes, ils comprenaient en fonction de l'âge enfin, et nous, en repartant, on s'est dit, ah ouais, il a raison, tout ça. Et puis je crois que 15 jours après, on était à 3,5 millions, après 4 millions, on a fait des pointes à 7 millions. Enfin, comment ça s'explique? C'est impossible d'expliquer un succès. Moi, je considère que c'est un millefeuille. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches. Alors, je pense que la première chose, bon, d'abord, ça fait rire les gens. Je pense, c'est très difficile. De toute façon, si on le savait, on referait. Deuxième chose, les gens, comment vous dire, sur cette série-là, je vous parlais de ma nature tout à l'heure, mais Valérie, elle est comme moi. On est des gros bosseurs. On est des chiens, quoi. On est vraiment des chiens. Ça bosse beaucoup pour le moins de petits détails. Par exemple, c'est nous qui choisissons les textes. Quand on fait des lectures toute une journée de tous les textes, sur 100 textes, on n'en prend que 20. C'est vraiment... Et puis quand les 20 qu'on a pris, on les retravaille. Je me souviens avec Valérie, on allait chez l'un, chez l'autre, on répétait. Personne ne nous le demandait. Hein. C'est vraiment un travail de très haute précision. Alors après... On peut toujours discuter si ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, c'est un vrai travail. Et les gens le savent pas, mais ils le sentent, je pense. Et alors, ça parle... Alors, la vraie nature de ce truc-là, c'est qu'il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de truc politique, c'est que la situation de la vie quotidienne. C'est une des raisons aussi, c'est une autre raison pour laquelle ça marche, je pense. Et puis, les gens se sont vraiment attachés à nous. Oui, alors en plus, votre personnage, vous l'avez construit comme celui de Valérie. Complètement construit, petit à petit. Oui, moi c'est ma première série, c'est Bingo. Hein. C'est-à-dire que je découvre le plaisir que c'est d'une série, c'est-à-dire justement de faire mon personnage il y a 15 ans et maintenant n'est plus le même. Et c'est comme ma vie, c'est comme moi. De pouvoir, par petites touches, les faire... D'ailleurs, sur la demande de la production, on a toujours ce souci de... Là, d'ailleurs, dans quelques jours, on va se retrouver tous ensemble pour discuter de l'avenir, comment on fait, et si on faisait ça, si on faisait pas ça, pour
pour trouver la vraie justesse des choses. Oui, il y a des symposiums réguliers, justement, pour se mettre à niveau. Ouais, exactement. Et alors, c'est rare, hein. C'est même rare. tellement rare, c'est unique, d'ailleurs, je pense. Et alors, vous écriviez au départ des sketchs, sketchs, et ça, vous n'avez plus eu le temps, Frédéric Bourali. Bah non. Et d'ailleurs, pour écrire, et pourtant j'étais dedans, hein, j'étais au cœur du cyclone, mais c'est pas facile à écrire parce qu'effectivement, il faut faire rire sur des situations. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas de jeu de mots, il y a pas de vannes, ce qu'on appelle des vannes, le texte, c'est pas ça. Ça ne peut être drôle que par la situation. Il faut trouver la situation crédible, possible, qui peut arriver chez tout le monde. Et alors des fois, c'est assez drôle, parce que des fois, avec Valérie, on tourne des trucs, et on se dit, bon, bah là, on a beaucoup ri, mais là, on a peut-être été un peu loin. Et ben, le lendemain, on a des mails, des gens qui nous disent, oui, moi, j'ai vécu ça, exactement, avec ma femme, avec mon mari. Il y a des gens qui ont des vies de merde, et nous disent, bon, bah d'accord, alors, tout est possible. Voilà. Effectivement, tout va bien, ça aurait pas été un bon titre pour cette série. Non, bah oui, c'est des scènes de ménage. Sinon, si tout va bien, on s'ennuierait. Alors, il se trouve que ça a changé votre vie, Frédéric Bourali. En partie, oui. Ma vie, oui, en partie. Ma vie par rapport au public dans la rue, oui. Voilà, j'ai toujours les mêmes amis, hein. J'ai toujours la même femme, hein. J'ai pas changé de vie. Et la même vie dans le midi-l'été. Comment ? La même vie dans le midi-l'été aussi. Exactement. Voilà. Et mais c'est vrai que dans la rue, maintenant, vous êtes José. Oui, alors les gens m'appellent José ou Frédéric. Souvent José, mais tout va bien. Et puis surtout, c'est très émouvant, vous savez, parce que comme c'est tous les jours, on est chez les gens, et puis c'est des personnages très quotidiens, où les gens ont l'impression de nous connaître, plutôt, j'ai l'impression que les gens ont l'impression qu'on les connaît. Oui. C'est plutôt ça. Et les gens ont l'impression qu'on les connaît. Donc quand ils viennent me parler, c'est souvent très émouvant. Il m'arrivait souvent d'avoir les larmes aux yeux sur des témoignages de choses très intimes, très personnelles. Et puis on a beaucoup de chance parce que, en tout cas avec Valérie, les gens, c'est pas la tape sur l'épaule. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de... J'ai rarement de gens, des fois ça peut arriver, j'ai des copains très connus qui subissent ça. Nous, non. On a une vraie empathie, les gens nous aiment beaucoup. Je touche du bois en vous parlant, je suis très heureux de ça, c'est un cadeau de la vie merveilleux. Mais il y a, par exemple, quand je suis au restaurant, les gens attendent que j'ai fini de manger, ou il y a un vrai respect, il y a quelque chose d'assez émouvant pour moi. Oui, Louis de Funès ne supportait pas qu'on l'appelle Fufu dans la rue et qu'on lui tape sur l'épaule. C'est pas terrible. Mais il y a des gens aujourd'hui qui pensent encore que Valérie Carcenti est votre véritable épouse dans la vie. Oui, de moins en moins quand même, parce que oui, il y a des gens qui pensent ça. Écoutez, voilà, il y a comme des gens pensent qu'on arrive les mains dans les poches, qu'on s'amuse et puis voilà. C'est ça. Oui. Alors, quand les gens disent ça, je leur dis oui, parce que si je veux leur expliquer que c'est pas comme ça. Un, ils me croiraient pas, puis deux, ils diraient voilà, et pour qui il se prend lui. Donc je laisse les gens dans leurs rêves. Si les gens pensent ça, tant mieux, tant mieux. Et puis alors il y a eu un moment très important, c'est quand vous avez voulu devenir maire. Oui, alors par exemple ça, vous savez, c'est justement un jour on a fait on aime bien dire symposium, ça fait un petit peu. Ça fait sérieux, oui. Ça fait sérieux, mais en même temps c'est vrai, parce que c'est des moments, un ou deux dans l'année, où on se retrouve tous les auteurs, tous les acteurs, tous les metteurs en scène. Tous les réalisateurs, et on se retrouve et on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire l'an prochain. Ça pourrait être le thème général. Alors on fait pas que sur un seul thème, mais quel est le truc. Et puis un jour dans la bande, je sais plus qui a dit tiens, et si José se présentait pour être maire. Alors bingo, on s'est dit ah ouais, quelle bonne idée, parce qu'on a trouvé, parce que quand on trouve des idées, il faut penser sur la longueur. Est-ce qu'on va pouvoir écrire plusieurs sketchs et on s'est dit ouais, là il y a de quoi faire, écrire sur un an, la campagne, tout ça. Puis après c'est posé une question. Ça a marché tout de suite, hein. Ça a fait un succès extraordinaire. Après, on s'est dit, est-ce qu'il est élu, est-ce qu'il n'est pas élu? Voilà. Et il y avait plein d'arguments pour dire qu'il ne soit pas élu, très bons, et plein d'arguments très très bons pour dire qu'il soit élu. Puis on a choisi, oui, qu'il serait élu à une voix près. Et puis, en même temps, il y avait la campagne présidentielle. Exactement, c'était diffusé à ce moment-là. Voilà. Et moi, j'étais en tournée au théâtre à ce moment-là, et pendant que c'était diffusé. Et pendant la campagne présidentielle. Et je me souviens très bien, on arrivait dans les villes, il y avait les 11 candidats qui étaient tagués, tout ça, et puis il y avait ma gueule, le seul qui n'était pas tagué. Les gens avaient collé ça. C'était impressionnant. Je me disais, c'est fou quand même. Et il y a des milliers, on le sait par les journalistes. Je me souviens à Ouest France, il y avait un journaliste qui nous avait envoyé du courrier. Ils avaient répertorié le nombre de gens qui avaient voté au juge José, parce que ils avaient les gens chez eux. C'était pour voter blanc, évidemment, c'était pas sérieux. Et alors après, moi, j'ai très vite envoyé des trucs pour leur dire, moi, je suis pas Coluche. Oui. Moi, c'est un personnage, c'est pas moi, Frédéric, qui m'engage politiquement. En plus, José, il a des compétences assez aléatoires. Oui, en même temps, vous êtes un personnage qui joue le jeu à fond, c'est-à-dire que quand il y a des scènes plus tragiques, vous pleurez à l'antenne. Bah ouais, parce qu'il y a de quoi pleurer.
Ah oui, quand même, oui. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. C'est-à-dire qu'avec Valérie, je vous dis, c'est une question de nature. On a l'obsession de la vérité. L'obsession de la vérité et de la sincérité. Parce que j'ai toujours été... Mais c'est l'école de Jean-Léon Martin Barba. Je reviens de très très loin, hein, vous savez, dans la discussion tous les deux, là. Ça revient de là, tout ça. J'ai été éduqué dans mon travail d'acteur à ça. Et puis c'est aussi ma nature. Et je suis convaincu que quand José pleure réellement, parce que j'en sais rien, pas une connerie, parce que son ballon de foot est crevé, c'est beaucoup plus drôle qu'il pleure réellement que s'il fait semblant. Oui. J'en suis convaincu. Et là, en ce moment, je vous assure qu'avec ma camarade Christelle, pour revenir à ça, la pièce qu'on joue tous les soirs avec Christelle, qui est une nature aussi, qui a un souci de vérité, j'allais dire, ça rigole pas. Si, d'ailleurs, ça rigole beaucoup, le public. Mais c'est assez intense au niveau émotionnel. On va en parler avec ce spectacle grand plaisir. Qui déclenche des larmes, mais des larmes de rire, avec une autre date, le 18 janvier 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Bourali. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Bourali. On a parlé de vos débuts dans le classique, de scènes de ménage bien sûr, qui continuent. Et puis depuis le 18 janvier 2023, retour au théâtre Rive Gauche dans Ave César. Rien à voir avec Jules César. Non. C'est une autre chose. Et c'est une pièce que vous jouez avec Christelle Reboul, qui elle était dans une autre série de télévision de Chers Voisins. Ouais, c'est ça. C'est des retrouvailles. C'est des retrouvailles comme ça. Mais on avait tourné déjà deux, trois trucs ensemble. On s'est extrêmement bien entendu tout de suite. Voilà, c'est instinctif. Hein, voilà, on s'est beaucoup apprécié. Et puis un jour, Éric Logérias, notre metteur en scène, avant le Covid, nous propose cette pièce qu'on lit chez moi, d'ailleurs, chez moi dans mon appart. Et en la lisant, tout de suite, on se regarde et on se dit oula, parce que j'en lis beaucoup des pièces. J'ai la chance, je touche du bois en vous parlant. J'ai la chance qu'on me propose beaucoup j'en lis beaucoup, des pièces. Et tout n'est pas. Et des bonnes pièces, il n'y en a pas tant que ça. Celle-là, on la lit et on se regarde avec Christelle, avec Eric, on se dit ah ouais, quand même là, c'est très fort. Et puis le Covid a fait qu'on a, comme tout le monde, on s'est arrêté, bien sûr, et tout va bien. On l'a relu après une fois pour se dire attends voir, est-ce qu'on s'est pas emballé tout ça. La deuxième fois, on s'est dit ah oui, ça c'est sûr, c'est donc confirmé, c'est une grande pièce. Et après, on a fait la lecture au théâtre, c'est un parcours assez classique. On a fait la lecture au théâtre de Rive Gauche. Ils l'ont prise tout de suite. À l'instant, on l'a lu, ils l'ont prise tout de suite. Après, on a dû faire une captation parce que Eric Emmanuel Schmitt n'était pas disponible, qui est le patron de voilà. Et on a dû faire une captation, c'est-à-dire qu'on a filmé la lecture. Et moi, j'avais dit à mes camarades et Christelle, j'ai dit écoute, c'est mort parce que franchement, filmer une lecture, il y a deux acteurs là qui sont en train de lire un texte, etc., devant une caméra fixe. Pas du tout. En fait, je me suis bien trompé, tant mieux, une fois de plus. Eric Emmanuel Schmitt nous a répondu tout de suite aussi. Il venait de finir de voir la captation. Il nous a dit des choses très très précise, très subtile sur la pièce qu'il avait parfaitement assimilée. Et puis voilà, et c'est parti. Et on en travaille donc avec Éric Logérias, qui est un merveilleux metteur en scène. Alors, à l'origine, c'est une pièce canadienne qui a été jouée dans plusieurs pays. Dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est la première fois qu'elle est jouée en France. Et l'assistant de l'auteur, Michel Rimmel, est venu à la Générale et elle a adoré notre version. Tant mieux, parfait. Et voilà, et on est très 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 heureux. Alors c'est une pièce très particulière pour les acteurs, parce que c'est comme ça que heureusement c'est Eric qui l'a monté avec nous. C'est une pièce on ne peut pas passer à côté de la vérité. J'arrête pas d'en parler, mais alors là, il n'y a aucun effet possible. J'ai l'habitude de la comédie. On sait parfois, vous savez, on appelle ça des rendez-vous. Sur une scène, on se dit, dans cette pièce, à ce moment-là, on sent que les gens vont rire parce que c'est telle situation, tel bon mot, etc. Là-dedans, il n'y a pas du tout. Et d'ailleurs, quand on l'a répété, nous, quand on a travaillé avec Christelle et Eric Logérias, on a travaillé que la chose vraie, que ce qui se passait réellement, l'une chose après l'autre. Et on a été très surpris à la première parce qu'on n'avait jamais répété ou fait de filage ou fait de représentation avec du public avant. À la première, c'est là où on a rencontré le public. Et on a été très très surpris d'entendre autant de rires et d'entendre autant de pleurs. Alors, justement, Ave César, l'histoire, au départ, Frédéric Bourali, c'est une comédie où après 25 ans de vie commune, vous partez en week-end dans un hôtel chic et branché pour que le couple se retrouve. C'est ça. Et on n'a rien à faire ici. C'est pas du tout un hôtel qui est fait pour nous. Oui. On n'est pas habitué à ce genre de choses. Elle, c'est elle qui a fait l'effort
pour essayer de faire redémarrer ce couple qui part un petit peu, voilà, qui s'éteint tout doucement. Lui, il s'en rend pas compte, il est dans le travail, il a des soucis, il s'en rend pas compte que son couple va mal. Elle s'en rend compte et elle veut sauver le couple. À l'insu de son plein gré, comme diraient les cyclistes connus, et ça se passe pas très bien. Et ça se passe. Alors, au début de la pièce, on rit beaucoup parce que lui est tellement maladroit, il est tellement à côté, il est tellement pas à sa place. Et elle non plus d'ailleurs. C'est deux amoureux qui savent plus comment se le dire en fait. Et la maladresse fait beaucoup rire. À notre grande surprise, hein, je vous dis, parce que nous on le joue au premier degré, on joue les choses comme elles sont. Alors ça fait beaucoup rire. Et puis très vite, ça devient assez cruel, parce que les choses doivent être dites, les choses sont dites, et quand ça sort, ça fait mal. Ça fait mal, même pour celui qui le dit, ou celle qui le dit. Alors c'est encore des problèmes de couple, mais ça n'a rien à voir avec scène de ménage. Non. Mais les problèmes de couple, vous savez, hein, le théâtre et Molière a fait travailler pour les couples, tout le monde. Après, c'est un sujet, je dirais, qu'on peut avoir l'impression d'avoir déjà vu, mais sauf que l'écriture, comment c'est écrit, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement merveilleux. On pense à Pinter, on pense à plein de choses, on pense à... et puis et nous on le sait maintenant, c'est un constat, je vous dis, c'est pas même chose c'est même pas quelque chose qu'on a voulu. Mais les gens qui viennent assister à ce spectacle, et qui vivent en couple, pas obligatoirement 25 ans, hein, oui. Ça peut être moins, etc. Ou plus, je peux vous dire que ça parle aux gens. Puis on le sait, les gens viennent nous voir après, et ça parle beaucoup aux gens, ouais. Finalement, c'est un sujet universel qui a été adapté d'une autre façon pour que tout le monde prenne conscience finalement de la vie de couple. Alors je sais pas si c'est le but, mais en tout cas, en l'occurrence, ça crée ça. Et puis les gens rient, les gens pleurent aussi. C'est la vie. Si vous voulez, c'est la vie. Et puis Christelle Reboul, quand même, nos chers voisins, scène de ménage, il faut le faire quand même. Ouais, mais ça, c'est pas. Je vous assure qu'on n'a pas monté ce spectacle pour cette raison-là. On a même hésité. On s'est même posé la question. On s'est dit, c'est vraiment tout ce que j'aime pas, moi, faire ces espèces de coups, vous voyez, médiatiques à la con auxquels je ne crois pas. Mais elle, c'est une grande actrice de théâtre. Hein. Oui. C'est pas n'importe qui. C'est une grande. Là, elle va jouer bientôt Bérénice. Elle a fait beaucoup de théâtre et c'est une grande actrice. Donc, on n'est pas obligé d'être bête non plus. C'est une grande actrice. On s'entend bien. Éric Logérias nous a merveilleusement dirigés. Non, on passe pas à côté de ça. Hein. Je signale que vous avez un autre point commun avec Christelle Reboul, Frédéric Bourali. Elle a fait la voix dans l'adaptation d'un manga, Richard Kanzuka. Ah, je savais même pas. Voilà. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Et Éric Logérias, vous l'aviez connu dans des tournages de télé et de cinéma? Un peu, oui. On se croisait de loin, on s'appréciait beaucoup. Il m'avait proposé plusieurs pièces, d'ailleurs, qui sont pas faites. Vous savez, c'est difficile de monter des spectacles. C'est des histoires de distribution, de liberté, etc. Plusieurs fois, là, cet été, on était à Grignan pour dire des textes autour de... Rappelle-moi, merde, c'est horrible. Voilà, on a lu des textes. C'est ça, Alphonse Allais. Alphonse Allais, oui. Alphonse Allais, c'était merveilleux. Avec mon copain Benabar, qui est un lettré, qui est un fin lettré. Benabar, on le connaît comme chanteur, mais c'est un fou de Balzac, par exemple. On a fait des lectures de Balzac avec lui, par exemple. Bref, peu importe. Et puis, Éric l'a monté intelligemment, cette pièce. Enfin, c'est très prétentieux de dire ça, parce que les raisons pour lesquelles il l'a monté, si je l'ai dit derrière, évidemment, ça fait vraiment le mec qui doute de rien. Alors, je suis plutôt un gars qui doute, mais j'aime les gens qui doutent. Enfin, bref. Et en fait, il a monté le spectacle, il n'a pas eu d'idée préconçue. Il nous a laissé faire, nous. C'est-à-dire, il a dit, allez-y. Les premiers jours de répétition, il a dit, allez-y. Donc, on lisait. Moi, je savais les textes depuis longtemps, Christelle aussi. Et on est parti comme ça, à vue, tous les deux sur le texte, en étant très, très obsédé par la vérité du moment, et on est parti comme ça tout doucement. Et après, bien sûr, lui nous a guidés, plutôt aller à droite, plutôt à gauche, aller plutôt par là, etc. Mais il nous a laissé, tout le travail a été fait, la base de tout, c'est Christelle et moi. Et lui, il nous a modelé un peu à sa façon, il nous a un petit peu dirigé d'une manière assez subtile et assez déterminée, avec une grande générosité, une grande gentillesse, et tout s'est fait avec beaucoup d'harmonie. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles
C'est toujours délicat de dire ça, pour lesquels ça se passe si bien sur scène, je pense. Oui, les critiques sont bonnes, le public applaudit. Ah bah ouais, c'est impressionnant pour nous. C'est encourageant dans ces périodes difficiles. Ouais. Alors, il y a quand même eu un jour des problèmes de couple avec Éric Logérias. Je ne sais pas si vous le savez, mais un jour, il a quitté une fiancée un peu brutalement. Et pour se venger, elle a fait brûler sa boîte aux lettres. Je savais pas. Vous pouvez lui en parler, je vous assure que c'est vrai. J'ai deux anecdotes à lui raconter. L'avenue de... Non, pas des Champs-Élysées, où il est venu, oui, effectivement, je vous ai dit avec Charles Trenet, et il est reparti assez fatigué. Alors, il se trouve aussi que dans ce spectacle, donc au théâtre Rive Gauche, il y a, vous lisez Le sexe pour les nuls, qui est un livre qui n'existe pas dans le commerce. Oui, enfin, c'était ça au départ. On a changé le titre du bouquin. C'est, disons que à partir comme il y a beaucoup de choses en ce moment, c'est tellement à la mode, le coaching pour tout, il y a des coachings pour du coaching. Hein. C'est à partir d'un bouquin qui explique comment bien faire l'amour. Il y a l'exercice. C'est elle qui fait les efforts pour que ça reparte, tout ça. Donc on fait quelques exercices tirés du bouquin. Et ça se passe pas très bien. Voilà. Mais il faut savoir que Le sexe pour les nuls, ou tout pour les nuls, en fait, c'est une collection américaine qui est née pour l'informatique et qui est devenue une collection internationale avec des sujets sur tous les domaines. C'est ça. Mais je vous dis, le bouquin s'appelle pas Le sexe pour les nuls, mais c'est le principe. C'est le principe. Alors, c'est aussi pour vous un retour au théâtre. Le théâtre, pour vous, c'est presque vital. Ouais. Et alors, en plus, ça fait 7 ou 8 ans, j'arrête pas d'être au théâtre. Il y a 7-8 ans, j'étais avec Eva Darlan au théâtre de la Renaissance. Après, avec mon ami Lionel Astier, on a enchaîné 2 spectacles. Ouais. Et tous les ans, je dis à ma femme, j'écoute, là, j'arrête, parce que j'ai la chance, je retouche du bois. De toute façon, depuis que je vous parle, là, j'ai remarqué, je touche du bois sans arrêt. On propose beaucoup de choses, j'ai cette chance-là, et je rate beaucoup de tournages à cause du théâtre. On peut pas tout avoir. Tous les tournages qui sont hors de Paris, je peux pas les faire. Et là, j'avais dit à ma femme l'an dernier, j'ai dit, écoute, là, le théâtre, j'ai été gâté, là, j'arrête. Parce que j'en ai marre de rater, parce que j'aime bien faire les deux. Et j'arrête, mais non, j'arrête pas, parce que quand on vous propose une pièce formidable, vous passez pas à côté, donc je suis reparti, quoi. Voilà. Et puis après, on va faire une tournée en janvier, de janvier jusqu'à juin. On a déjà plus de 80 dates de tour. Enfin, c'est incroyable ce spectacle, c'est incroyable. Et le théâtre Rive Gauche, vous êtes déjà venu pour jouer Deux mensonges et une vérité. Deux mensonges et une vérité, ouais, avec Lionel Astier, mon ami, grand acteur en plus. Ça a été un succès Rive Gauche, absolument. C'est le Rive Gauche qui nous l'a dit, hein, nous. Pour eux, ça a été, et pour nous, ça a été c'était fou. Et ça a été écrit par, pour moi, les 2 grands auteurs de comédie en ce moment en France, qui sont Nicolas Poiret, le fils de Jean Poiret, et Sébastien Blanc. Ils écrivent à 2, qui pour moi, c'est l'écriture la plus élégante, la plus rare, la plus riche en comédie qui existe en ce moment en France. Alors le seul moment où vous êtes arrêté, Frédéric Bourali, c'est pendant le confinement. Enfin, vous avez quand même travaillé. Écoutez. Ils se sont révoltés parce que quand même on les a enfermés avec eux-mêmes. Voilà, vous avez fait une chanson pour les soignants. Ouais, comme beaucoup, vous savez, moi je joue de la guitare depuis 1000 ans. Je joue beaucoup de guitare, je chante, je fais plein de trucs. Et puis comme beaucoup, à un moment donné, puis moi mon fils est infirmier aux urgences, donc je connais bien le problème. Je sais ce qui se passe dans les urgences, je sais bien. Et puis à l'époque de Covid, il y avait tellement de conneries qui ont été dites, tellement de fausses informations. Je préfère dire fausses informations que fake news, c'est meilleur. Fausses informations. Il y avait tellement, à un moment donné, ça m'a gavé. Je me suis dit, j'ai plein de copains qui chantaient. Mon pote Benabar aussi, on a même fait des conneries ensemble par visio. Je viens. Et puis cette chanson-là, elle m'est sortie comme ça. Et alors, c'était fou, parce que je chantais comme ça. Mais alors, l'impact que ça a eu, ça m'a dépassé un peu. Oui. Ça m'a vraiment, ça a eu un impact absolument énorme. Après, bon, voilà, je sais pas en faire un... Non, mais sur les réseaux sociaux, la vidéo a été vue des millions de fois. Ouais. Finalement, ça vous encourage à continuer tout ça? Enfin, je vous dis, je suis très ami avec Benabar et il me pousse un peu là. Mais j'ai déjà joué avec César. Oui. Hein, déjà, on va le jouer ce soir, puis on verra une chose après l'autre. Hein. Il faut savoir qu'avec César, en fait, on dit que ça vient de Jules César, qui est salué par les gladiateurs. En fait, c'est pas vraiment ça. Il semblerait que l'expression a été employée une seule fois par des soldats renégats que l'empereur Claude avait condamnés à mort. Ah bon? Oui, ils ont dit avec César en pensant à Jules César. Ah oui. Ah, c'est une vérité historique. J'ai bien fait
de venir. Je savais pas. Moi, j'ai bien fait de vous recevoir et de vous dire tout le bien que le public pense de cette pièce au Théâtre Rive-Gauche, Ave César, qui est du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Et le dimanche à 15h, ouais. Donc vous allez jouer jusqu'à la fin de l'année. J'ai une vie de moine à partir de maintenant. Où mes amis, je ne peux les voir que s'ils viennent me voir au théâtre, parce que je suis tellement heureux. Ouais. Je suis très heureux tous les soirs. J'ai hâte ce soir, bien sûr. Là, on n'a pas joué hier. En fait, j'étais frustré. J'ai hâte ce soir de repartir, de retrouver ma camarade pour jouer cette pièce merveilleuse. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite de continuer ainsi. Et merci de faire autant de choses et de le faire avec le sourire. Et vous donc. Merci Frédéric Bourali. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.